Madame la députée de Rosemont. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je salue tous les fonctionnaires qui vous accompagnent, qui vous entourent. Moi, j'aimerais aborder, Monsieur le ministre, la question de l'accord économique de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Je vais avoir un certain nombre de questions. J'espère que vous pourrez répondre clairement. La position du gouvernement du Québec en ce qui concerne Hydro-Québec, est-ce qu'Hydro-Québec est exclu, oui ou non, de cette entente de libre-échange que le Canada s'apprête à signer avec l'Union européenne? Monsieur le ministre. Première question est facile. La réponse, c'est Hydro-Québec est exclu de libre-échange. Extrêmement important, c'est ce que M. Johnson nous avait dit quand il est venu récemment. Mais le premier ministre, j'ai pas ici sa déclaration, mais je pourrais la retrouver quelques jours plus tard, après le passage de M. Johnson, avait dit Hydro-Québec, oui, ça pourrait être inclus, etc. Mais vous me confirmez donc qu'Hydro-Québec est exclu de cette entente. Hydro-Québec ne fait pas partie de l'offre actuellement dans nos éléments. OK. Alors, si je peux aller juste un peu plus loin, quand vous dites actuellement, le ministre fédéral a dit hier qu'il y avait 75% à peu près de l'entente qui était conclue. Ça veut donc dire qu'il y a des points qui accrochent. Ça veut donc dire qu'à la fin de la négociation, il pourrait y avoir, je sais pas, quelques échanges de bons procédés. Et est-ce que, dans votre esprit, il serait possible qu'Hydro-Québec fasse partie de ces négociations, donc de dernière minute, ou est-ce que vous me dites, de toute façon, il y a 75% de l'accord qui est réglé, dans le 25%, là, il n'y aura jamais Hydro-Québec comme monnaie d'échange d'une manière ou de l'autre? Monsieur le ministre. Ça, c'est vraiment dépend comment on voit les choses. Moi, je le vois, on a commencé à 0, on est rendu à 75, on a avancé de 75, il en reste 25. Et c'est pas fini. Alors là, on continue à négocier et nous avons, contrairement à ce que nous avons fait dans l'entente libre-échange avec les États-Unis, vous le savez, vous connaissez très bien le dossier, on a quelqu'un qui défend nos intérêts, puis et donc on continue à négocier actuellement et on continue à négocier à des intérêts pour le Québec et nous défendons que le Hydro-Québec ne fait pas partie de l'offre. Madame la députée de Rosemont, pour à peu près 2 minutes. Merci. Donc, ce que vous dites, c'est que même à la fin de la négociation, je veux que ce soit assez clair, il n'est pas question de mettre Hydro-Québec sur la table, là. Bon, jusqu'à la fin de la négociation, entre aujourd'hui puis la fin de la négociation. C'est ça ma question. Ça ne l'est pas actuellement, j'ai bien compris, mais c'est pas tout à fait réglé. Il en reste 25% à discuter. Alors, est-ce qu'Hydro-Québec pourrait éventuellement se retrouver dans cette négociation à la toute dernière minute, ou est-ce que vous l'excluez d'emblée qu'Hydro-Québec ne sera jamais sur la table? Monsieur le ministre. Je ne sais pas s'il y a un changement de cap chez ma collègue députée de Rosemont, parce que j'ai ici le 25 octobre 2001, ma collègue 2001, ça fait... oui, mais vous étiez là. Alors, Vous étiez la ministre d'État aux Relations internationales et ministre des Relations internationales, et vous avez écrit à Charles Gargano, c'est commissaire à New York State Department of Economic Development, et vous avez dit dans votre lettre, en vue d'assurer une ouverture réciproque de nos marchés publics. Alors donc, dans le temps, vous étiez ouverte. Est-ce que vous êtes encore ouverte pour le marché public? Non? Vous avez changé d'idée? Okay. J'ai changé d'idée. Je reviens. Alors, je comprends qu'il y a un changement d'idée. Oui. Vous avez dit... Heureusement, en disant que je change d'idée une fois de temps en temps, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on l'a vu, parce vous avez changé d'idée. On n'évoluerait jamais dans la vie, on ne ferait que tourner en rond. Non, j'ai changé d'idée, évolué, surtout sur les marchés publics. Je comprends. Je vous pose une autre question. Dans ce cas-là, vous avez dit en 2002, le libre-échange a été globalement favorable au Québec. Quand on regarde depuis 10 ans l'accord de libre-échange et le reste, on sait très bien qu'il y a des laissés pour compte, qu'il y a des secteurs qui ont été affectés, mais globalement, le Québec en a profité pour ses exportations qui ont en bonne partie entraîné sa prospérité. Alors, vous êtes d'accord avec ça?
Donc, vous êtes d'accord pour l'entente libre-échange avec l'Europe? Ah, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Monsieur le ministre? C'est incroyable que vous ne nous donnez pas les documents qu'on ait. C'est un déficit démocratique, c'est antidémocratique ce qui se passe actuellement. Ces négociations à huis clos. Quand le premier ministre Johnson est venu nous voir 2 fois en commission parlementaire, comment voulez-vous qu'on lui pose des questions intelligentes alors qu'on n'a pas les documents devant nous? Alors qu'au moment de la zone de libre-échange des Amériques, puis je vois des fonctionnaires qui étaient là à l'époque, on avait accepté que les députés puissent avoir les documents devant eux, et puis il y avait une commission parlementaire d'initiative qui avait reçu 40 mémoires sur la question de la zone de libre-échange des Amériques. Alors non, venez pas me dire, là, en retournant, comme vous faites souvent dans ce gouvernement, au 19e siècle, là, parlons d'aujourd'hui, et puis de l'accord tel qu'il est, qu'on connaît pas. Et je vous pose des questions très claires et très précises, puis je veux savoir si Hydro-Québec sera ou non sur la table d'ici la fin des négociations, si vous êtes dans cet état d'esprit-là ou si vous l'excluez totalement. 2009, Monsieur le Président, le Québec a gardé sa position. 2009, depuis le début de négociation, Hydro-Québec est exclu de cette... Et d'ailleurs, 6 provinces n'ont pas offert l'équivalent à Hydro-Québec non plus. Juste pour votre information, je sais que vous aimez ça, voir les choses. Deuxièmement, vous avez dit un mot, déficit démocratique, et j'aimerais ça vous répondre, parce que c'est pas vrai. D'abord, c'est la première fois qu'un ancien premier ministre qui est à la table de négociation, qui représente les intérêts du Québec. Et 2 fois, le premier ministre Johnson est venu ici à l'Assemblée nationale pour répondre à toutes les questions d'une façon très ouverte. Et vous le savez, une fois que l'entente est signée, vous l'avez faite avant. Vous avez l'expérience là-dedans. Une fois que l'entente est ça devrait être ratifié, doit passer par l'Assemblée nationale, et tous les membres de l'Assemblée nationale auront le droit de voter. Vraiment dépasser le temps alloué à l'opposition officielle. Alors, Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Il y a les 2 plus grandes villes, Monsieur le Président, du Canada, Toronto et Montréal, qui s'inquiètent énormément de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Les 2 plus grandes villes. Alors que moi, je m'en inquiète, je vois que le ministre, ça le dérange pas beaucoup, mais peut-être que, sachant que les 2 plus grandes villes du Canada, elles, ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'accord, il va peut-être commencer à prêter une oreille plus attentive. Alors, la Ville de Toronto a, le 16 février, voté 23 pour 18 contre, et puis je pense pas que la Ville de Toronto soit menée par un révolutionnaire, là, monsieur, je sais pas comment il s'appelle, là, mais il me semble bien conservateur. Ford. Bon. Alors ils ont voté une résolution qui dit City Council request the province of Ontario issue a clear, permanent exemption of the City of Toronto from the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement. Toronto demande une exemption totale, va être exclu de cet accord-là. Quant à la Ville de Montréal, quand même, qui n'est pas menée non plus, à ce que je sache, par des révolutionnaires, la Ville de Montréal, à l'unanimité, a voté le 23 janvier 2012 une résolution qui dit que la Ville, donc, tout en reconnaissant, et je lis la résolution, que le commerce a des effets positifs sur les économies locales, demande formellement au gouvernement fédéral et du Québec de s'assurer que l'accord ne puisse être interprété comme limitant le pouvoir des citoyens et des citoyennes de décider, par l'entremise de leurs élus, du type de services pouvant être offerts et contrôlés par leurs pouvoirs publics locaux. Que la Ville de Montréal exprime son désaccord à l'égard de toute obligation qui serait susceptible de lui être imposée en matière de libéralisation des services publics et de toute mesure qui pourrait nuire à sa capacité de réglementer dans l'intérêt public. Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec d'informer les municipalités le plus rapidement possible eu égard aux aspects des négociations commerciales susceptibles d'avoir des répercussions sur les marchés publics des gouvernements municipaux. Il y a d'autres villes, d'ailleurs, du Québec, dont Bécomo, je crois, qui ont passé une résolution similaire. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le Président, de la part du ministre, quelle suite le gouvernement du Québec a donné à cette résolution adoptée unanimement par la Ville de Montréal qui exprime
toutes ces inquiétudes par rapport à la libéralisation de certains services et par rapport à l'ouverture des marchés publics de la Ville de Montréal. Monsieur le ministre. Premier élément, la question de privatisation n'est pas dans les négociations. Soyons clairs, il n'y a pas une question de privatisation dans aucune entente. Le CETA n'inclut pas ça. Deuxièmement, le marché public. Je comprends qu'elle a changé son opinion, je respecte ça. On peut changer d'opinion dans la vie. On était pour, on est contre. Monsieur Landry, il n'a pas changé d'opinion, lui. Puis je pense que c'est un bon économiste. Alors, il dit que la création d'un nouvel espace économique dont Jean Charest fait la promotion depuis quelques mois mérite d'être appuyée, affirme l'ex-premier ministre, M. Bernard Landry. Il dit aussi, des accords de ce genre ont déjà été signés par l'Union européenne, poursuit M. Landry. Le Canada serait très bien placé pour le faire. Il pourrait très bien y avoir un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'ANEA. Ça, c'est M. Landry qui a connu le premier libre-échange. Alors, ça, c'est le deuxième. Je ne sais pas si le député de Rosemont sait qu'actuellement, l'entente au Canada entre les provinces, on a libéré le marché public entre les provinces. Puis on n'a pas eu nulle part, aucune ville au Québec qui a souffert de ces gestes-là avec toutes les provinces canadiennes. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui qu'on aille peur d'ouvrir sur le marché. Cependant, actuellement, comme M. Johnson a dit, si jamais il y a une ouverture sur le marché public, il y a une limite, il y a un minimum aussi d'aller vers le marché public, c'est-à-dire il y a un montant minimum d'appel d'offres. En bas de ces montants-là, ne fera pas partie de libération. Mais moi, je suis curieux de savoir, parce que puisqu'elle est allée voir la Ville de Toronto, puisqu'elle est allée voir la Ville de Montréal, puis peut-être Bécomo, qu'elle me le dit aujourd'hui, si elle est capable de me le dire, quel est l'impact sur l'entente de commerce intérieur au Canada qui ont eu sur le marché public? Est-ce qu'il y a une ville au Québec, qu'elle la nomme aujourd'hui, qu'elle a eu un impact négatif de cette entente-là qui est signée, ça fait quelques années. 95 en plus. Monsieur le Président, c'est signé en 95. Alors, 95, c'est son gouvernement qui était là, puis on n'a pas eu d'impact aujourd'hui. Ça fait 17 ans. Alors, est-ce qu'elle peut me répondre à cette question-là? Puis, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, que cet échange sur l'accord de libre-échange avec l'Europe donne lieu à des échanges de questions plutôt curieux dans les circonstances. Madame la députée de Rosemont, est-ce que vous voulez poser une question ou répondre à la question du ministre? Oui, je trouve ça quand même. Je sais que c'est une tactique, une petite politique, là, je veux dire, répondre par des questions, là, c'est vieux comme le monde, là, mais on est ici pour, nous, dans l'opposition, poser des questions, puis au ministre qui est supposé répondre. Moi, ça me fascine, je vous le dis, là, je vais quitter la politique bientôt. Dès que les élections vont être déclenchées, je le souhaite rapidement, et que cette façon de faire de la politique me décourage, très franchement, Monsieur le Président, parce que on est là dans l'opposition pour poser des questions et que les ministres répondent, que ce soit à la période de questions, à l'étude des crédits, en commission parlementaire, et puis la manière de faire, c'est de renvoyer, puis c'est supposé être bien intelligent, puis bien subtil, de renvoyer la question aux députés d'opposition, etc. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. On doit poser des questions, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité comme députés de l'opposition, puis les ministres devraient avoir le devoir, justement, de répondre aux questions, puisque c'est eux qui sont responsables actuellement du gouvernement puis des politiques publiques. Alors, je reviens avec ma question. Comment voulez-vous qu'on sache si la Ville de Montréal ou la Ville de Toronto ou la Ville de Bécomo ont raison, je veux dire, de s'inquiéter de cet accord, puisque je reviens au fond de l'affaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas les documents. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, étant donné que ce qu'on a eu, ce qu'on a obtenu, c'est par des fuites et par des petits morceaux. Parce qu'il y a des syndicats ou il y a des groupes altermondialistes, etc., qui ont obtenu, d'une manière ou de l'autre, des portions de documents. Mais les textes en entier, on ne les a jamais eus. Ce qu'on a eu, moi, ce que j'ai eu, en tout cas, je les ai déposés en chambre. Et ce que je dis donc au ministre, c'est que la Ville de Montréal s'inquiète, la Ville de Toronto demande à être exclue carrément de l'accord, mais on ne peut pas avoir une discussion de fond
sur l'accord, ce que j'aurais souhaité, et je demande au ministre de s'engager à tenir une commission parlementaire avant que ne soit approuvé cet accord, avant qu'il ne soit qu'ils ne reçoivent l'approbation, donc, du gouvernement canadien. Je sais très bien, parce que c'est moi qui l'ai amendé, la loi du ministère des Relations internationales, pour faire en sorte que, une fois que l'accord est approuvé, eh bien, qu'il y ait, en effet, une discussion de 2 heures, au moins, minimum ici, et que si dans cette Assemblée nationale, on rejette l'accord, le gouvernement du Québec ne peut pas le signer, cet accord-là. Alors, il ne peut pas l'approuver sans l'accord de l'Assemblée nationale. Mais c'est une fois que l'accord est terminé, en quelque sorte. Ce que je demande au ministre, c'est de faire ce qu'on a fait. Là. Vous me citiez là, 2001, puis 1995, puis 1867. Mais moi, je vous dis qu'en 2000, quand l'accord de zone de libre-échange des Amériques était sur la table, que nous avons, et c'est bien documenté, accepté, alors qu'on était au gouvernement, qu'il y ait à la Commission des institutions, donc la Commission des institutions s'est donné le mandat d'examiner les répercussions du projet, notamment sur donc toutes les institutions québécoises. Et on avait donc décidé de consulter les citoyens, et je vous le répète, donc, le 21 juin 2000, cette consultation générale-là avait été lancée, et puis il y avait eu 40 mémoires qui avaient été présentées par des groupes, par des institutions, etc. Et puis il y avait eu un rapport de cette commission des institutions. Puis ça me choque d'autant plus que le député de Verdun, qui est toujours député de Verdun, était celui qui m'avait convaincu de procéder comme ça, au nom de l'intérêt public, puis au nom de la démocratie. Le député de Verdun m'avait convaincu. Mais moi, visiblement, j'arrive pas à convaincre le ministre ce soir, mais je lui demande quand même, peut-il s'engager à faire ce qu'on a fait en 2000, et puis qu'il y ait une commission parlementaire avant que ne soit définitivement signé cet accord. Monsieur le ministre. Président, je veux bien, mais je comprends pas. Elle nous dit de faire ce qu'elle a fait, puis on va faire, c'est exactement ce qu'elle a fait. Dans le cas de la ZLEA, vous avez déposé les textes après que tout le monde était d'accord dans l'entente. Tout le monde s'est entendu. On est venu déposer le texte tellement tard qu'on l'a déposé que l'entente était plus bonne après. C'est ça qui est arrivé. Comment vous voulez déposer une entente qui est avancée à 75 %, puis il en reste 25 % à régler, de dire « donnez-moi votre opinion ». Ça n'a jamais fait à l'Assemblée nationale. Dans l'histoire de l'Assemblée nationale, c'est jamais fait de même. Il va y avoir un dépôt à l'Assemblée nationale une fois que tout est fait, puis par la suite, les parlementaires, tous, vont statuer. S'il y a un rejet de l'accord pour ratifier, il y aura un rejet, c'est fini, il n'y a pas d'accord. Parce que les parlementaires ils ont dit non. S'ils disent oui, c'est oui. C'est comme ça, c'est passé avec l'SLEA, avec l'ALENA, avec l'ALENA, avec toutes les autres ententes, l'accord de commerce intérieur. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs chapitres qu'on a changés. J'ai déposé les changements, l'entente. Ici, à l'Assemblée nationale, il y a un débat, des heures qu'il faut, puis à la suite, on l'a approuvé. Je me rappelle, j'ai déposé au moins 3 ententes sur l'accord de commerce intérieur. Ça a toujours été le même. Je pense que on oublie vite, là, mais c'est comme ça qu'on l'a fait. Et l'exemple de la députée de Rosemont, c'est comme ça c'est fait. La ZLEA, c'est ça, la ZLEA, ce que vous avez fait. Et c'est tellement été en retard qu'on n'a pas eu. Maintenant, pour le déficit démocratique, je reviens là-dessus encore. En passant à ZLEA, il n'y a jamais eu un négociateur qui est venu ici présenter ça à la commission parlementaire. Là. Personne. On n'avait jamais eu une personne du Québec qui représente les intérêts du Québec. Aujourd'hui, on a M. Johnson. À mes connaissances, M. Johnson, c'est la meilleure personne qui peut nous représenter, ses connaissances du gouvernement, son expérience. C'est un ancien premier ministre du Québec. J'ai le respect pour tous les anciens premiers ministres du Québec. Et M. Johnson, c'est un homme crédible, un homme avec beaucoup de connaissances. C'est lui qui défend les intérêts du Québec. Il est apolitique, M. Johnson. Il était dans le Parti québécois. Là, il défend les intérêts du Québec. Je pense pas qu'il a sa carte de membre, c'est un Québécois honorable. Et c'est un Québécois qui a évolué avec tous les autres Québécois. Hein? On évolue. Vous avez dit, on change pas d'idée. Hein? Je ne sais pas s'il a changé d'idée ou posé la question. Mais Raymond Bachand, il a changé d'idée parce que lui, s'est évolué. Alors, député d'Outremont, je veux dire. Mais je reviens à l'essentiel, c'est que le Parlement, la commission parlementaire a demandé 2 fois
à M. Johnson de venir ici devant une commission parlementaire. Il est venu, il a posé, les parlementaires ont posé toutes les questions. Plusieurs heures, puis il a donné toutes les réponses. Qui connaît les réponses, il a toutes donné. Et maintenant, si une autre fois aussi, à l'avancement, M. Johnson peut revenir ce soir, on donne. Vous avez posé la question sur Hydro-Québec. Je vais déposer un article ici. Un article de Monsieur le Premier ministre qui a dit, Monsieur le Premier ministre, pour répondre à Hydro-Québec, c'est encore plus fort que moi, et plus fort, c'est un éventuel libre-échange avec l'Union européenne pourrait toucher les sociétés d'État et les municipalités québécoises, mais pas Hydro-Québec, indiqué mercredi le Premier ministre du Québec. Alors, je vais déposer ça pour démontrer une réponse encore plus solide que la mienne. Madame la députée de Rosemont. Je voudrais juste quand même dire au ministre que en 2000, au moment de la zone de libre-échange des Amériques, quand le député de Verdun m'avait convaincu, c'était de faire en sorte qu'à huis clos, les députés de l'opposition et du gouvernement, enfin du parti au pouvoir, puissent avoir accès aux documents. Alors, ce que vous disiez tantôt, bien sûr, il y avait eu la procédure normale après, mais vous demanderez au député de Verdun, là, il était à ce moment-là, lui, extrêmement favorable à la transparence et à la démocratie, et on avait fait une session à huis clos avec les documents en cours, ceux qui étaient en négociation puis en discussion, et on avait réuni à huis clos les députés intéressés qui avaient pu prendre connaissance de tous ces fameux documents. Alors, je veux seulement faire cette mise au point, et je veux terminer, Monsieur le Président, en demandant au ministre, la conclusion de l'accord était initialement prévue là, pour 2011. On avait dit dans un premier temps, ça va être formidable, ça va être très, très rapide, etc. A été reportée au printemps 2012. Là, il y a des gens qui ont dit, ça s'en vient, on est au printemps 2012. Et là, récemment, ce que je semble comprendre de ce que le ministre fédéral a dit récemment, c'est que la conclusion aurait plutôt lieu à la fin 2012, donc novembre ou décembre. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui accroche entre-temps, puisqu'il y a 75% qui est réglé. Qu'est-ce qui reste à régler? C'est quoi les sujets, je dirais, plus pointus, là, qui posent problème entre les partis, sur lesquels, bon, on ne s'est pas encore entendu? Est-ce que je peux au moins savoir ça, Monsieur le Président, ce soir? Est-ce que je vais pouvoir repartir avec quelques informations? Monsieur le ministre. Avant de laisser la parole à notre négociateur, revenir sur l'ESLEA. L'ESLEA, quand on a déposé les documents, parce que tous les autres pays ont dit oui, on peut donner l'information. Revenir là-dessus encore une fois. Et maintenant, peut-être si vous permettez, Mounzi, de prendre la parole. Il y a le consentement? Oui. De répondre si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Patrick Musé, directeur de la politique commerciale au ministère du Développement économique. Alors, monsieur? Alors, le retard dans la négociation, pour répondre à la question de Mme la députée, essentiellement, effectivement, il y avait des dates qui avaient été un peu avancées, printemps 2012, mais du côté canadien, on a toujours parlé d'une conclusion en 2012. Il n'y avait pas de date précise. Sans dévoiler des détails de négociation, je peux vous dire que du côté européen, il y a un retard évident dans la constitution de la liste de réserves en service. Je pense que la députée va comprendre ce que ça veut dire. Et l'Union européenne... pour le public, on a 500 000 personnes qui m'écoutent, en plus, vous mettez... la façon... Ouais, un petit peu de pression. La façon de libéraliser dans le domaine des services, c'est d'inscrire des mesures dans une liste qu'on dit négative. Pour l'Union européenne, c'est une première. Donc, la Commission et les 27 États membres ont eu à constituer une liste négative de leurs mesures qui protègent les marchés des services. Et ça a occasionné beaucoup de retard dans la négociation et ça en occasionne encore. Donc, ça peut être une des explications. Mais pour l'instant, tout porte à croire qu'il y aura un accord en 2012. Il vous reste à peine 2 minutes, Madame la députée de Rosemont. La liste négative du Québec
Elle a été constituée, j'imagine, puisque vous me dites, bon, la liste négative de l'Union européenne, ça a peut-être justement, parce que c'est la première fois qu'ils procédaient de cette façon-là, etc. Et tout ce qui n'est pas dans cette liste négative est donc ouvert à la libéralisation. On s'est bien compris. Alors, ma question, c'est la liste négative du Québec est-elle constituée et pouvons-nous la voir, Monsieur le Président? Monsieur le ministre? Oui, la liste négative est constituée. Et d'ailleurs, la liste canadienne a été consolidée, mais ce n'est pas un document public. C'est un document de négociation. Les élus du peuple décident. Ces autres sont souverains. Et l'Assemblée nationale, je dois dire un mot que vous aimez, l'Assemblée nationale est souveraine. Mais il faut que le processus arrive une fois que c'est terminé, parce que c'est des négociations, vous le savez, la députée de Rosemont le sait tout ça en passant. Elle a déjà fait, pas une, plusieurs. Elle a beaucoup d'années d'expérience, puis elle sait comment ça marche. On ne peut pas arriver avec la moitié de négociations ici, lui déposer ça, puis dire, mais là, on va essayer de s'en parler ensemble, puis décider. Lorsque les choses avancent, puis il ne faut pas oublier que dans ces négociations-là, il y a des intérêts communs entre les autres provinces, mais il y a des intérêts divergents entre les autres provinces. Et donc, il faut protéger le Québec dans ça. Pour ça, on a nommé quelqu'un comme M. Johnson pour s'assurer que nos intérêts sont défendus. Si on commence à amener les éléments de négociation après l'autre, puis demander l'opinion, puis voir comment ça marche, on n'avancera jamais. Ça, c'est pas pour l'intérêt supérieur du Québec. Merci, Monsieur le ministre.